En dat brengt ons bij de laatste duo-presentatie over het thema democratische innovaties. We hebben Vincent Jacquet van UNAMUR en Jonathan Moscovici van Demnext en de OECD. J'ai pas de slides. Ah, t'as pas de slides? Non. Bonjour à tous. Peut-on se contenter de l'élection pour la démocratie ? Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais été convaincus par cette idée, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et depuis une vingtaine, une trentaine d'années, cette idée que les élections doivent aller au-delà de mettre un bulletin dans l'urne à quelques échéances près, a attiré de plus en plus l'attention de groupes sociaux, de groupes d'intérêt, également de partis politiques et d'élus, avec cette idée que la démocratie électorale, elle est perfectible, elle a plein de limites, elle peut être critiquée et qu'elle pourrait être institutionnellement combinée, compensée, voire dépassée par la mise en place de mécanismes de participation citoyenne, de délibération citoyenne. Et ce discours, il a fait également naître toute une série de pratiques, et c'est de cela dont je vais vous parler aujourd'hui, puisqu'on a vu depuis une quinzaine, une vingtaine d'années éclore un peu partout dans le monde des mécanismes qui associent des citoyens à des débats publics sur des sujets de politique publique, voire à la prise de décision, avec cette idée qu'au-delà de la démocratie électorale et partisane, il s'agirait d'associer des citoyens dans leur diversité, particulièrement les plus précaires, particulièrement les plus dominés, par rapport à toute une série de dimensions dont on vient de discuter dans les présentations ici, pour les associer à la chose publique. On peut penser à des assemblées citoyennes tirées au sort, où on invite les gens à discuter dans leur diversité, à écouter des experts et à faire des recommandations d'action publique. On en a vu plus ou moins 150 en Europe au niveau régional et national ces 10-15 dernières années. Au niveau local, on peut penser au budget participatif, d'abord né dans les années 80 en Amérique latine et puis qui ont ensuite traversé les différentes mers, notamment en Europe, où les citoyens sont associés de façon plus ou moins directe à des prises à des discussions et des prises de décision sur les budgets locaux dans les villes et dans les communes. Ça pourrait donner l'impression d'un mouvement général d'augmentation des capacités de participation dans nos démocraties. Un rapport de l'OCDE parle d'une vague délibérative. Si on regarde ces pratiques, on voit qu'elles sont en fait assez différentes et qu'en fonction des rapports de force, politiques, des contextes, de la façon dont on les met en place, elles peuvent en fait venir poursuivre des objectifs différents et importants pour nous aujourd'hui. Lorsqu'on essaie de penser leur futur, on peut en fait leur donner des objectifs différents. Et donc c'est difficile de donner un panorama, une vue générale, monolithique sur ce qu'ont pu produire ces dispositifs, mais je voudrais souligner trois tensions, trois questions issues des recherches que mes collègues et moi-même pouvons mener en sciences humaines et sociales sur ces dispositifs de participation, mais qui sont des questions en fait qui ont des enjeux normatifs et très pratiques pour les acteurs de terrain. La première question, c'est est-ce que ce sont des instruments au service du pouvoir ou à l'inverse, est-ce qu'il s'agit d'instituer des contre-pouvoirs ? Et ça, on voit que dans tous les dispositifs, c'est des questions qui se posent. On a beaucoup de réflexions, on a beaucoup d'expériences liées à des assemblées climat, avec des citoyens tirés au sort au niveau local comme au niveau national, et se pose toujours la question de savoir s'il s'agit de venir donner un avis sur des politiques publiques déjà discutées, de venir aider l'administration à bien implémenter ces décisions par rapport à la réalité locale, et donc pour aider le pouvoir public, ou à l'inverse, est-ce qu'il s'agit de créer
des espaces de contestation et de discussion des grandes priorités politiques, des relations entre l'économie, entre la politique, entre l'environnement. Et ça, on voit que ça traverse à chaque fois les dispositifs d'assemblée climat. Ça peut aussi créer beaucoup de frustration parce que ce soit l'administration, les pouvoirs publics ou les citoyens qui y participent, on peut y venir avec des attentes qui sont différentes. Donc ça, je pense que c'est le premier enjeu dont il s'agit de débattre pour savoir ce qu'on veut faire de ces dispositifs participatifs. Le deuxième, c'est celui du rapport au conflit. Est-ce qu'il s'agit, avec ces expériences, d'apaiser le conflit, de dépasser les clivages, de se mettre tous autour de la table dans des versions les plus extrêmes où on arriverait en fait à un consensus commun, apaisé, ou à l'inverse, est-ce qu'il s'agit d'articuler dans un cadre démocratique les conflits politiques et donc d'accepter de discuter de sujets sur lesquels les citoyens ne sont pas d'accord et ne seront pas plus d'accord de façon consensuelle à la fin des échanges et de la délibération dans ces espaces-là. Et donc, il s'agit également de s'attaquer à des questions qui sont clivantes. Si on regarde un peu la logique, enfin la comparaison européenne, en Belgique, on a plutôt choisi la première option lorsqu'on a vendu les dispositifs délibératifs en insistant surtout sur leur capacité d'apaisement et en évitant souvent les questions les plus difficiles. Si on regarde d'autres pays comme l'Irlande, on voit qu'on a utilisé ces dispositifs de délibération en lien avec des référendums pour discuter de questions clivantes pour les groupes sociaux, pour les partis politiques, comme l'avortement ou le mariage pour les personnes de même sexe, en sachant dès le départ qu'on n'allait pas mettre tout le monde d'accord, mais qu'il s'agissait plutôt d'associer ces formes de participation aux conflits politiques existants pour les faire non pas disparaître, mais les faire évoluer. Et ça, je pense que c'est aussi lié à la question lorsqu'on parle de la confiance. Est-ce que l'objectif de ces dispositifs, c'est d'augmenter la confiance dans la politique, y compris dans le personnel politique ? Et c'est souvent comme ça que le voient les élus. Ça va permettre à des citoyens de comprendre la difficulté de la chose publique, les décisions ne se prennent pas facilement, et donc ils vont comprendre les difficultés que moi j'ai en tant qu'élu et avoir plus confiance. Ou à l'inverse, est-ce qu'on veut que c'est dans le cadre de ces dispositifs, les citoyens puissent potentiellement contester les orientations dominantes promues par les gouvernements et donc non pas régler la question de la confiance, mais plutôt articuler cette méfiance dans le cadre du système démocratique. Ma dernière question, elle est fortement liée à ce qui a été dit par notamment ma collègue il y a deux interventions. C'est l'objectif de ces dispositifs-là, il est souvent lié à un idéal d'inclusion, d'associer par différents moyens l'ensemble des publics, l'ensemble des classes sociales, l'ensemble des groupes sociaux à des débats et à la prise de décision. Et une question qu'on a, c'est est-ce que c'est d'abord un problème d'hospitalité, c'est-à-dire de comment imaginer ces espaces pour qu'ils soient le plus ouverts possible, ou que chacun se sente le plus à l'aise possible en termes d'oser prendre la parole, d'avoir des horaires qui lui conviennent, d'avoir une nourriture qui correspond à ses orientations, etc., etc. Et là, on voit qu'on a pas mal d'acteurs de la société civile qui savent y faire, qui savent organiser ce type d'expérience. Mais on voit très bien avec les deux dernières interventions que ce n'est qu'une face du problème. Est-ce que le problème de l'inclusion, ce n'est pas d'abord plus un problème en fait d'influence politique de ce type de dispositif? Et là, encore une fois, la réalité n'est pas la même d'un pays à un autre. Si je reprends les budgets participatifs d'Amérique latine, il y avait cette idée d'associer fondamentalement les publics les plus vulnérables à des investissements importants de la commune, avec donc un enjeu qui, sur le fond, politiquement, peut parler aux catégories de la population qui se sentent aujourd'hui, qui se sentaient plutôt à l'époque, en retrait de la sphère publique. On voit que dans nos budgets participatifs, par exemple au niveau belge, on est plus sur de l'aide à la société, à
à la société civile déjà organisée par rapport à des micro-montants. Donc ce n'est pas très étonnant de ce point de vue-là qu'on n'ait pas des renversements de logique de non-participation impressionnante, puisque c'est plutôt quelque chose qui vient accompagner et poursuivre quelque chose de déjà là. Par rapport à ces trois questions, est-ce que c'est un instrument au service des gouvernants ou un outil de contre-pouvoir? Deuxièmement, un outil d'apaisement ou d'articulation des conflits? Et troisièmement, est-ce que l'inclusion est un problème d'hospitalité ou d'influence des mécanismes de participation? Ça montre bien, je pense, qu'il ne faut pas avoir de fétichisme par rapport aux dispositifs de démocratie participative, délibérative en soi, mais plutôt de voir comment ils peuvent s'articuler à la fois avec la politique institutionnels, les partis, les élections et les personnes qui jouent le jeu des institutions, et à la fois les personnes en dehors des institutions, les mouvements sociaux, voire les mouvements les plus contestataires. Merci beaucoup pour votre écoute. Super, en néerlandais. Dus dag iedereen. Net waren we een beetje aan het grappen maken met Vincent. Eigenlijk iets van 15 jaar geleden waren wij al samen aan het werken. Dus een beetje in zo'n setting. Hij was de Franstalige coördinator van de G1000. En ik was de Nederlandstalige coördinator van de G1000. En dus we dachten dat het een beetje grappig zou kunnen zijn als Vincent vandaag in het Frans zou spreken en ik in het Nederlands. Maar ik ga eigenlijk alleen de inleiding doen in het Nederlands en daarna ga ik in een normalere taal spreken, Frans dus. Dus dat was het voor de Nederlandstalige inleiding. Ik kan soms overschakelen ook naar het Nederlands als het nodig is. Wat ik zo meteen met jullie ga delen, et à partir maintenant je passe en français, c'est la question de, à partir d'un... Je me considère plutôt même comme un activiste de la démocratie délibérative. Quels sont, en 10 minutes, ce qui ne va pas être évident, les trois grands challenges et les trois grandes questions. J'essaierai de ne pas dépasser pour vous donner aussi l'occasion par la suite d'en discuter entre vous. Le premier que j'ai envie de mettre en avant est peut-être juste corriger. Donc, j'ai été présenté comme quelqu'un qui travaille à la fois pour l'OCDE et pour Demnex. Je le fais en tant que consultant, mais dans l'absolu, donc j'accompagne toute une série de processus. Et j'ai aussi eu l'occasion de mettre sur pied avec Magali Plovy les commissions délibératives au niveau bruxellois. Donc, s'il y a des questions par rapport à ça, ce sera avec plaisir. Et justement, par rapport à ce point-là et les commissions délibératives, la première question qui se pose, c'est le lien, comme vous voyez, avec le système politique traditionnel. Et donc, dans l'optique, et je vais revenir avec les commissions délibératives, dans l'optique des commissions délibératives, c'était le fait d'ancrer cet outil délibératif au sein des institutions bruxelloises à travers un changement réglementaire, en se disant, en fait, si le règlement du Parlement s'ouvre à un outil délibératif, ce sera beaucoup plus dur de le détricoter en cas de majorité qui change. On n'a pas encore de majorité qui change un an après les élections, mais il se pourrait, s'il y a une nouvelle majorité, qu'elle décide, par exemple, de moins s'approprier l'outil. Mais si elle décide néanmoins d'activer la possibilité de lancer des commissions délibératives, elle est tenue par un cadre, et le cadre est assez strict. Si vous regardez notamment le règlement, mais en plus le Vademecum qui définit exactement les différentes approches méthodologiques, vous verrez qu'il n'y a pas tellement de marge de manœuvre, et c'est un choix. C'est le choix de se dire, on a intégré toute une série de standards et de minima de participation, et donc c'est plus compliqué de le détricoter à la suite. J'ai mis ça par rapport au suivi, donc c'est important aussi de baliser le suivi. Il y a l'aspect instrumentalisation qui est important, donc que ce soit dans les commissions délibératives ou ailleurs, et c'est exactement le point que mettait Vincent en avant tout à l'heure. Il y a toujours cette tension, évidemment, pour un commanditaire, une autorité politique qui met en place un processus. Quel est réellement son objectif en le mettant en place? Est-ce qu'il y a déjà des arbitrages politiques qui ont été prédéterminés et l'Assemblée citoyenne, finalement, sert à avaliser ces arbitrages politiques qui sont prédéterminés?
ou est-ce qu'il y a une vraie volonté de laisser des marges de manœuvre aux citoyens? Évidemment, quand moi je fais du conseil, c'est plutôt vers le deuxième point que je vais. Et quand j'ai mis contexte, et là c'est intéressant de faire le lien avec les projets que j'accompagne au niveau de Demnext et de l'OCDE, on est dans un contexte où il y a plutôt, et j'en parlerai dans ma slide d'après, et je vous apprends rien, plutôt la démocratie représentative classique est en crise. Et donc ce contexte, évidemment, est un contexte plus compliqué pour faire émerger des processus délibératifs. Et par exemple, au niveau de l'OCDE et de Demnext, on s'est retrouvé avec Elon Musk, Doge, etc., dans des situations où des projets qui étaient déjà financés en amont se sont retrouvés du jour au lendemain stoppés parce qu'une décision de ne plus continuer avec le financement. Donc, le lien avec le système politique traditionnel est très important en termes de financement, en termes d'instrumentalisation et en termes de suivi. Le deuxième point dont j'aimerais vous parler en termes de challenge, c'est ce que j'ai appelé embedding innovations, mais on parle plutôt de permanence et d'institutionnalisation. Pendant près de 10 ans, les questions d'institutionnalisation étaient un peu vues comme la Rolls, la finalité en soi des assemblées citoyennes, en disant il y a toute une série d'assemblées citoyennes ad hoc qui sont initiées en fonction de l'humeur du jour. Et puis, ce qui pourrait être la version 2.0, une version améliorée, ce sont les processus institutionnalisés permanents. Ce qu'on voit dans la pratique, c'est que l'institutionnalisation mène aussi à toute une série de nouvelles questions, notamment, je n'ai pas beaucoup de temps pour approfondir toutes, mais le fait que qui dit institutionnalisation dit aussi difficulté à médiatiser toutes les nouvelles initiatives. Quand c'est, par exemple, une première commission délibérative, c'est intéressant, on a toute la presse qui en parle. Quand c'est la 5e, 6e, c'est plus compliqué de créer de l'engouement, en tout cas, au niveau de la nouveauté, l'aspect neuf. Et en lien avec cette institutionnalisation aussi, je pense qu'il faut, à partir du moment où on change de logiciel dans lequel opèrent les processus délibératifs, il faut aussi probablement plus s'axer à définir et à exposer, à médiatiser, à communiquer autour du contenu. Qu'est-ce qu'une assemblée citoyenne peut apporter en termes de modification des politiques publiques, plus que de remettre en avant systématiquement la nouveauté de l'outil. Quand c'est institutionnalisé, quand c'est permanent, la nouveauté passe un peu au second plan. Et puis, je ne vais pas faire l'affront de passer dans les redites par rapport aux questions d'inclusion, mais je pense que c'est un énorme enjeu. La question elle est double en fait. La question de l'upscaling, si on parle aussi d'un modèle démocratique qui touche beaucoup de gens, on peut essayer de multiplier les outils d'assemblée citoyenne, mais au final, le nombre de gens qu'on touche, même à Bruxelles, qui est un peu un des lieux dans le monde où on fait le plus d'assemblées citoyennes, où il y a des commissions délibératives, les assemblées permanentes climat, où il y a au niveau des différentes communes, il y a des assemblées citoyennes. Malgré ça, finalement, le nombre de gens qui participent réellement à ce type de processus est très limité. Alors, je veux dire, on parle d'une fraction de la population dans son ensemble. Et donc la question est, est-ce qu'on peut systématiquement promouvoir un outil démocratique que peu de gens vont expérimenter à proprement parler? Si je passe à la question plutôt des questions qui doivent urgemment être tranchées ou abordées, j'espère avoir votre retour par rapport à ça. J'ai un peu parlé du contexte, mais je pense que c'est quand même un contexte lourd. De quelle façon, et on avait encore une conférence récemment sur la question avec toute une série d'activistes et de penseurs de la démocratie délibérative aux États-Unis. Il n'y a pas que les États-Unis, évidemment, mais c'est un contexte dont on parle beaucoup. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut promouvoir des nouveaux outils, des outils complémentaires à la démocratie traditionnelle représentative, quand la démocratie représentative est complètement malmenée? Et donc ça pose toute une série de questions aussi. Est-ce que, par exemple, des personnes qui œuvrent dans des contextes pareils doivent changer leur cheval de bataille, leur fusil d'épaule, essayer de se concentrer sur la préservation de la démocratie représentative, et quand celle-là est acquise, peut-être promouvoir de la démocratie délibérative? Oui, non, en tout cas, je pense que c'est une question importante à discuter. Le deuxième aspect, et je pense que Vincent en a touché un mot aussi, c'est la question de l'articulation de ces différentes familles d'innovation démocratique.
On l'a vu, il y a toute une série de gens qui sont plutôt partisans du modèle suisse de consultation populaire, de démocratie directe, d'autres gens qui pensent que le budget participatif est l'alpha et l'oméga de l'innovation démocratique. D'autres, dont je fais probablement partie, sont des grands partisans des outils délibératifs. Mais je pense qu'il y a un impensé, c'est vraiment l'articulation de ces outils. Il y a eu toute une série de réflexions, par exemple en Suisse, de lier les consultations populaires, les votations populaires avec des assemblées citoyennes en amont qui auraient pour mission d'informer la fiche du oui et du non au moment de la consultation, de la votation. Au niveau de Paris, il y a eu le développement d'une assemblée citoyenne permanente avec une réflexion sur Paris est probablement la ville dans le monde, surtout depuis qu'à Porto Alegre ça se fait moins, qui dépense le plus d'argent en budget participatif. Donc maintenant, une des volontés d'Anne Hidalgo, c'était d'investir énormément dans la démocratie délibérative. Et donc eux, ils se sont dit, par exemple, l'Assemblée permanente parisienne peut avoir le mandat de déterminer la thématique englobante du budget participatif pour Paris, donc réfléchir aussi au niveau des articulations. Mais je pense qu'il y a un énorme enjeu de plus opposer les différentes familles d'innovation, mais de les réfléchir ensemble. Au niveau bruxellois, parce que c'est mon dada aussi, les commissions délibératives, maintenant il y a eu une proposition pour les lier systématiquement à une consultation populaire. Donc les recommandations des commissions délibératives pourraient être soumises à l'ensemble des habitants bruxellois, voir ce que ça donne. Et si jamais la consultation populaire va à l'encontre ou est balayée d'un revers de la main par la politique, vu que ce n'est pas liant, il y aurait la possibilité d'organiser une commission délibérative pour en discuter. Donc ça, c'est ce qui est sur la table. Et puis le troisième sujet qui est directement lié aussi à la question précédente de la slide, le fait que finalement il y a peu de gens qui peuvent goûter à ces outils, notamment moins évidemment les votations populaires, mais plus les outils délibératifs. C'est comment est-ce que systématiquement on intègre lors des différentes phases, ça peut être en amont, ça peut être pendant, ça peut être après, l'ensemble de la population. Évidemment, un outil démocratique qui se ferait en vase clos, avec 45 personnes dans une salle et avec absolument aucune discussion, aucune appropriation de la part du grand public, pose des questions évidemment de légitimité, même si le tirage au sort peut garantir une représentativité, ou en tout cas, j'ai l'habitude de dire, la représentation de la diversité de la population, vu qu'on ne parle pas de représentativité statistique. Mais en tout cas, c'est un très grand enjeu de comment impliquer plus que les 45, 100 ou 150 personnes qui participent à des assemblées citoyennes. Je pense que j'ai plus ou moins respecté le timing et à vous alors d'approfondir. Merci.